Donc moi je vais vous parler exclusivement d'une œuvre, mais alors d'une œuvre qui a une très très grande richesse, une œuvre polysémique, une œuvre un peu étrange, bien qu'on la connaisse tous, et dont je vais essayer de montrer justement la valeur justement dans le paradoxe qu'elle contient. Alors donc cette petite communication fera modestement écho à la place que justement Madame Le Ray-Burimi et ses collègues ont donné dans le catalogue à Barias et à cette contribution que Cécilie Champy a faite au monument de Barias dont je parlais tout à l'heure. Je voudrais donc en contrepoint attirer l'attention sur une œuvre antérieure, quasi immédiate, réaction quasi immédiate à la guerre et à la défaite. C'est donc le Gloria Victis de Mercier, dont je vous montre ici tout de suite le mode de présence dans l'exposition que nous allons voir tout à l'heure. C'est le numéro 295 et c'est le prêt du musée d'Orsay de l'esquisse qui figure ici même dans l'exposition. Alors très rapidement, l'auteur Antonin Mercier est né en 1845 et mort en 1916. Il a remporté le prix de Rome en 1868, ex aequo avec Tony Noël, avec une ronde-bosse très convenue à l'antique qui s'appelle Thésée, vainqueur du Minotaure, remercie les dieux. Je passe. Il a été considérablement marqué à Rome par l'art de la Renaissance. Et en témoignent de nombreuses œuvres, plus ou moins contemporaines. En particulier, on peut attirer l'attention sur les tombeaux de la chapelle royale de Dreux. Il appartient à un groupe qu'on appelle le groupe des Toulousains, mais aussi des néo-florentins, avec Falguière, Dubois, de la Planche, et notez qu'il a été professeur à l'École des Beaux-Arts à partir de 1900. Son grand succès... Alors, oui, avant de continuer à vous parler de lui, je vous donne les 4 références bibliographiques qui ont été fondamentales pour moi en préparant cette communication. Je voudrais d'abord rendre hommage, on l'a fait déjà, à notre collègue et ami June Hargrove, qui donc a travaillé récemment sur ces questions. Je vous donne une indication là, mais mes 4 références sont chronologiques. Le premier travail d'envergure chronologiquement consacré au Gloria Victis est un mémoire donc d'une collègue allemande, Suzanne Mersmann, à l'université de Marbourg. Puis, je me suis abreuvée à la source de notre collègue Amélie Simier, qui avait rédigé pour le catalogue de la belle exposition romaine Maestà di Roma une notice sur le Gloria Victis qui n'a pas été finalement publiée dans le catalogue faute de place. Ce sont des choses qui arrivent. Et donc la notice d'Amélie Simier non publiée est disponible à l'excellente documentation du musée d'Orsay, qu'on ne saurait trop remercier. Et puis j'ai moi-même donné, et je voudrais lui rendre hommage ici, à une jeune étudiante à l'université de Paris-Nanterre, il faut dire maintenant, mais c'était en 2014, donc c'était encore Paris-Ouest Nanterre La Défense, donc Sarah Benhamida qui s'est repenchée sur la question du Gloria Victis et en particulier de sa postérité, et je voulais bien sûr ne pas oublier ici le travail de cette étudiante. Alors, en 72, au moment... Voilà, l'histoire commence en 72. Vous voyez, on ne peut pas être plus près des événements. Mercier est alors à la Villa Médicis. C'est la dernière année de son pensionnat. Il a envoyé l'année 72, donc il a envoyé l'année qui précède, en 71, pour être exposée au Salon de 72, une œuvre que l'on distingue ici, dans l'espèce de petit cercle bleu que j'ai essayé de faire, qui est son David. Et en même moment, et sur la droite là-bas, dans l'autre cercle bleu, est exposée une statue extrêmement importante, justement, et complètement au contraire, en contraste avec ce que Mercier va faire, c'est le 1871 de Cabet. Alors, je vous les remontre mieux, parce qu'on ne les voyait vraiment pas sur la photo des albums Michelès. À gauche, le David de Mercier. À droite, le 1871 de Paul Cabet. Rien à voir, vous le voyez bien, mais en même temps, tout à voir avec ce qui va se passer ensuite. Du point de vue stylistique, Mercier ici est couvert d'honneur. Le jeune Mercier remporte non seulement une médaille de première classe, mais la Légion d'honneur, alors qu'il est encore élève, enfin, en tout cas pensionnaire à la Villa Médicis. Donc, il est couronné comme un talent précoce. Ce style néo-florentin,
Et ce néo va avoir beaucoup d'importance parce que vous allez voir qu'en filigrane, avec la question des sources de Mercier, se pose aussi, à mon avis, la question de l'éclectisme, la question de la définition même de l'éclectisme et la question de cette appropriation de ce sculpteur, de couches, de millefeuilles, vous voyez, d'un certain nombre de références stylistiques qui vont de la source antique à la source quasi contemporaine. Donc, premier élément, l'année d'avant, il s'affirme comme un néo-florentin, admirateur de la sculpture florentine. Je crois que je n'ai pas besoin de beaucoup de discours. Et puis, paraît au salon cette figure éplorée, 1871, qui est une manière de marquer le deuil, de marquer la mémoire de cette catastrophe. Et vous allez voir que Mercier ne va pas du tout célébrer cela de la même façon. Alors, Mercier a besoin d'honorer. On a des témoignages sur l'émotion profonde qui s'empare de ces jeunes gens qui n'ont pas servi sous les drapeaux parce que le pensionnat, la Villa Médicis, les en dispensait. Et Mercier est très bouleversé et se dépêche de faire donc ce Gloria Victis que l'on distingue ici, vous le voyez peut-être, sur la loggia de la Villa Médicis, là. Voilà, oui, merci beaucoup. Exactement ici, groupe que l'on distingue et qui est exposé à l'occasion de la visite de l'impératrice de Russie à l'Académie de France à Rome, donc Académie de France à Rome, située, comme vous le savez, à la Villa Médicis, le 14 juin 1873, avant, et il s'agit du plâtre, avant que ce groupe en plâtre ne soit envoyé à Paris à l'exposition. Alors, pour que vous admiriez davantage l'œuvre, je montre une photographie, mais des photographies qui font écho à celle qu'a montrée Cécilie Champy tout à l'heure. Donc, il s'agit d'un groupe qui est composé de deux personnages, une allégorie féminine de la victoire, beaucoup plus grande que le personnage masculin qu'elle transporte, un jeune homme, très jeune, nu, imberbe, donc plutôt dans la fin de l'adolescence, les bras en croix, et qui tient à la main, justement, alors là, la salle réagira sûrement, mais j'en ai trouvé l'évocation précise, un sabre d'officier et non un glaive, car la lame du glaive est à double tranchant et la poignée dotée de quillons rudimentaires. L'arme du soldat est au contraire équipée d'une garde à branches multiples et à quillons, et sa lame est à simple tranchant. Il s'agit donc d'un sabre. Je parle, tout le monde, enfin, les autorités me diront si je dis juste. Entre 1817 et 1872, ce sont les officiers qui portent ce modèle d'épée à ciselure qui symbolise l'autorité du commandement. Ces précisions iconographiques ne sont pas inutiles parce qu'au moment de la remise de la médaille d'honneur à Mercier, beaucoup de critiques se sont entendues pour dire ce que vous êtes peut-être en train de penser, à savoir qu'il s'agit d'une représentation dérivée du Christ. C'est un Christ descendu de la croix que la victoire allante porte sur son épaule. Et on trouve aussi, chez les mêmes critiques, c'est aîné sauvé par Anquise. Bon, vous voyez, là, ce n'est pas tout à fait la même source, disons, culturelle, mais enfin, là, l'idée que le Christ en croix a inspiré le jeune vaincu est très importante parce que vous comprenez que la victoire du Christ est postérieure à sa mort et que donc tout dit que la victoire de la France sera postérieure à la défaite toute provisoire, puisque assimilable donc à la mort rédemptrice du Christ sur la croix, et on voit très bien que donc c'est un premier niveau de l'ambiguïté de cette sculpture qui se dit être Gloria Victis. Alors ces mots latins, évidemment, résonnent dans toutes les oreilles, comme le pendant du Vae Victis. Le Vae Victis, qui était une formule attribuée donc au général romain Brennus pour dire malheur aux vaincus. Malheur aux vaincus, les vaincus, en l'occurrence, c'était les Romains. Et là aussi, du coup, ce Gloria Victis a toute son ambiguïté sémantique, dans la mesure où, comme vous le savez, les Romains ont été certes battus par ces Gaulois qui étaient des barbares à ce moment-là, mais la civilisation romaine a rayonné jusqu'à nos jours, alors que les Gaulois, en l'occurrence, sont restés des barbares. Sous-entendu, la France et sa civilisation, bien que vaincue, va rayonner jusqu'à toujours, et les barbares, ce sont les Prussiens. Voilà
quelques images. Et voilà, je trouve une photo intéressante également. Alors, c'est l'exemplaire de Cholet. Je reviendrai sur la multiplication des exemplaires sur le territoire français de ce groupe, mais j'ai choisi cette photo parce que je trouve qu'elle montre un angle de vue extrêmement intéressant qui permet bien de comprendre ce qu'a dit ma collègue tout à l'heure quand elle a parlé de néo-baroque. Il est vrai que vous trouverez Mercier dans le dictionnaire des sculpteurs néo-baroques de Guillaume Peignet, et il y a toutes les raisons de le trouver ainsi. Néanmoins, le néo-baroque, qui s'entend très bien quand on regarde l'extraordinaire travail de légèreté, comment dirais-je, presque de virtuosité truculente, dédrapé autour du pied, ici, que vous voyez donc seulement à l'arrière du monument, et c'est assez rare que l'arrière du monument soit aussi somptueux que l'avant, et c'est le cas avec le talent de Mercier. Donc ça donne une idée de cette tonalité néo-baroque que peut prendre le monument, même si, vous allez le voir, eh bien, les sources artistiques et visuelles de Mercier sont multiples. Il n'y a pas que des sources artistiques et visuelles. Je vous indique quand même quelques sources textuelles, enfin il y en a une en tout cas. C'est le poème de Louis Ménard intitulé Gloria Victis, composé en 1848, c'est-à-dire évidemment bien avant tous les événements qui donnèrent à Mercier la pensée de son œuvre, publié, vous le voyez, republié en 1895, et puis en écho, je n'ai pas le temps de vous les lire parce que je ne voudrais pas nous faire perdre trop de temps, mais un poème, quelques vers d'un poème rédigé par Pierre de Saint au moment de l'exposition publique du Gloria Victis de Mercier au Salon. Donc c'est intéressant parce que les deux viennent un peu en écho et il y a des éléments assez prémonitoires dans les vers du Gloria Victis de Ménard, même si on voit bien que l'ekphrasis proprement dite est davantage du côté de Pierre de Saint. Je n'insiste pas davantage et je vous montre l'épaisseur du millefeuille de ces sources qui ont été invoquées et qui peuvent l'être encore par mes prédécesseurs. Alors là, vous voyez, je n'invente rien. C'est bien pour ça que je vous ai indiqué mes 4 sources bibliographiques. Je ne fais que me faire l'écho des propositions que les spécialistes ont faites à propos du Gloria Victis. Ont été invoquées successivement. À gauche, vous le voyez, une victoire d'Olympie, cette magnifique victoire de Paionios de Vendée. À droite, la victoire de Samothrace, dont il faut se souvenir qu'elle a été découverte relativement peu de temps, finalement, avant que Mercier n'ait l'idée du Gloria Victis, je dis le Gloria Victis, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut dire, mais en tout cas du groupe Gloria Victis, puisque l'œuvre a été exhumée sur l'île de Samothrace en 1863 et apportée au Louvre quelques années plus tard, simplement. Donc il est vrai que finalement, il y a peu de temps entre le fait qu'il y a eu cet engouement immédiat et très fort pour la victoire de Samothrace et donc c'est sûr que Mercier a pu voir la victoire de Samothrace avant de partir pour Rome au moment où il gagne son prix. Charles Widor, en 1917, dit à propos du Gloria Victis que c'est une œuvre très grecque et très française. Ce très grec et très française est une des allusions à cette appropriation du modèle de la victoire antique. On invoque également, je vous mets à gauche là la reproduction d'une carte postale de France de Buisson qui représente l'exemplaire de Bordeaux. On invoque également à droite, vous le voyez, l'élégance de Raphaël et en particulier le Saint-Michel terrassant le dragon pour la pose dansée, pour l'élégance. On invoque aussi le Jean de Bologne. Alors, 2 œuvres. En haut, l'enlèvement des Sabines. À gauche, le Mercure. Et le Mercure, dont je vous rappelle au passage qu'il est maintenant situé sur la loggia. Vous voyez, ça c'est un petit clin d'œil. Vous le voyez ici, c'est toujours la même loggia de la Villa Médicis. Là où, autrefois, pendant une courte période, a été exposé, je vous remontre la gravure de l'illustration, le groupe de Mercier. C'est donc une rencontre fortuite, mais en tout cas, l'appel à cette notion d'appropriation de Jean de Bologne est fréquemment
fréquemment sous la plume des critiques, de même que l'est l'allusion à Michel-Ange. Alors je vous laisse apprécier, moi je suis moins convaincue en tout cas par l'allusion à la Pietà que l'on trouve sous un certain nombre de plumes de critiques dans l'enthousiasme donc de la célébration de ce groupe. En revanche, il est vrai que la Pietà Rondanini, qui est une des toutes dernières œuvres de Michel-Ange, puisqu'elle est inachevée à sa mort, et la légende dit qu'il y travaillait encore 6 jours avant sa mort, était formellement le modèle d'une Marie soulevant du sol son fils mort, dans une composition formelle assez inhabituelle, la double verticalité de ces deux corps, et cette espèce de soulèvement qui peut effectivement, pourquoi pas, faire penser qu'elle a laissé un ferment, disons, dans le processus génétique de la Gloria Victis ou du Gloria Victis. Dans cette idée aussi d'un Mercier qui puiserait à de nombreuses sources et des sources différentes. Vous avez déjà vu l'antique, la Renaissance, on passe au baroque et voilà à droite donc qu'on arrive au XVIIe siècle et on parle souvent du lien qu'il peut y avoir entre à gauche le détail, vous voyez ici de la chapelle Sixtine et à droite le groupe, vous voyez, des néanquistes, toujours l'idée du soulèvement qui a été mise en rapport avec l'idée formelle extrêmement plastique et extrêmement sensible de Mercier. On a également, je me rapproche, comme vous voyez, de la période de création de l'œuvre de Mercier, on a également évoqué pour l'élégance et le jeune homme et les proportions du jeune homme et ce modèle du très jeune homme d'un canon éphébique, Falguière, qui était le maître de Mercier. Donc là, il y a vraiment une filiation, hein, c'est plus qu'une appropriation, il y a une filiation entre les deux sculpteurs. Pour mémoire, son vainqueur au combat de coq, qui est là aussi une des œuvres que d'ailleurs Orsay expose tout près du David de Mercier dans une même évocation de ce courant néo-florentin. Et puis à droite, et c'est pour la figure de la Marseillaise naturellement que je vous ai indiqué le haut-relief monumental de Rude bien connu, pour cette figure finalement de gloire, hein, cette figure de gloire qui est tellement emblématique et paradigmatique que Mercier ne pouvait l'ignorer, même si il y a peu de choses en commun sur le plan du style entre l'espèce de force expressive de la romantique marseillaise forçant ses traits avec ses rides du front et sa bouche grande ouverte et la solide gloire de Mercier, mais qui n'est quand même pas aussi brutale que l'est sa grande sœur guerrière. Alors, je voudrais m'arrêter un instant sur ça, parce que ça, c'est moins attendu, voyez-vous. C'est une petite découverte. Là aussi, ça n'est pas moi qui l'ai faite, hein, mais que j'ai emprunté aux travaux de mes prédécesseurs, et en particulier de Suzanne Messmann. Il est quand même très intéressant et un peu troublant, je dois le dire, de remarquer l'analogie qu'il y a entre la composition de l'œuvre de Mercier avec une œuvre d'un sculpteur allemand, certes, alors le monument est berlinois actuellement. Il est clair que Mercier n'avait pas pu le connaître parce que, alors là j'ai vérifié, il n'avait pas fait de déplacement à Berlin, c'était pas le cas dans ça. Et de toute façon, il était très jeune au moment où il a le prix de Rome à 23 ans et il n'y a pas de voyage à Berlin antérieur à ce prix. En revanche, l'image de ce groupe avait pu circuler grâce à des reproductions, comme en témoigne, si vous voulez, l'ouvrage que je vous ai indiqué à gauche de l'écran, et c'est vrai que la forme de ce couple dans lequel finalement l'interversion c'est la force donnée à la femme et à la figure allégorique et la fragilité donnée au personnage masculin est assez étonnante. Donc c'est vrai qu'on peut voir, sans compter bien entendu la proximité du thème, hein, qui est évidente, on peut voir probablement une hypothèse d'appropriation assez étrange et presque un peu choquante, étant donné la signification politique du groupe. C'est ça qui est amusant. Et c'est pour ça que je parlais de palimpseste. C'est vrai que là, on voit les couches, hein, du millefeuille se juxtaposer. Et imaginez que Mercier s'est approprié un modèle allemand dans le contexte est assez étrange. Hein. Et donc, on peut très bien aussi
plaider pour la rencontre fortuite. On n'est pas absolument obligé de créer des causalités. Je pense qu'en histoire de l'art, il faut se méfier de la manie qui serait de trouver des causalités partout et de créer des généalogies qui sont parfois arbitraires ou, pourquoi pas, hasardeuses. En tout cas, il fallait vous signaler quand même cette possibilité. Alors j'en arrive maintenant à ma deuxième et dernière partie, c'est-à-dire la fortune de ce groupe, la fortune extraordinaire finalement de ce groupe de Mercier, pour d'abord évoquer à travers ces quelques cartes postales les principales localisations des exemplaires du groupe dans différentes villes de France. La première ville, c'est Cholet, qui obtient donc un tirage en bronze à grandeur, tout à fait semblable à celui de Paris en 1875. Cholet est suivi par Niort en 1881, par Agen en 1883, par Bordeaux enfin en 1886. Et je ne vous parle pas des exemplaires qui sont achetés à l'étranger. Je nommerai simplement l'achat par Jacobsen de l'exemplaire qui se trouve toujours aujourd'hui à Annie Carlsberg de Copenhague. Et il y a également de nombreux exemplaires sur le sol américain dont vous pouvez découvrir l'ampleur en regardant le répertoire de la sculpture française aux États-Unis, conduit par notre collègue et ami Laure de Margerie. En tout cas, ce petit montage à partir de 4 cartes postales de la collection de Buisson montre bien la richesse que peut permettre justement un corpus d'une telle qualité qui nous conduit non seulement à interroger le rapport du passé et du présent, et là nous sommes en plein dans la thématique de notre LABEX, les passés dans le présent. Rien n'est moins évident que ce rapport que peut permettre de faire la collection de Buisson entre des cartes postales de monuments éventuellement déplacés, disparus, détruits, avec les monuments du présent. Mais il y a aussi, d'une façon synchronique, la possibilité offerte de comprendre justement cette diffusion du multiple. Et là, on comprend à l'évidence que la sculpture est un art du multiple. On le comprend aussi d'une autre manière, avec cette page du catalogue de Barbedienne, d'un des catalogues de Barbedienne, devrais-je dire, parce qu'il y en a dans lesquels l'œuvre a été encore plus proposée dans encore plus de formats. Là, vous voyez sur cette page, c'est avant 94, parce que je sais qu'en 94, le groupe de Mercier était édité en plusieurs formats. Et pour mémoire, je vous montre des réductions, des tirages réduits de ce groupe passés dans le commerce. Donc, je ne vous donnerai pas mes sources là-haut, parce que je ne suis pas sûre d'avoir le droit de reproduire ces images. Mais c'est actuellement sur des sites du marché de l'art, avec cette petite colonne. Et puis, la très mauvaise photo que vous avez à droite, c'est une photo qui évoque l'intérieur, je dirais, de Félix Faure, avec, alors là, vous le voyez extrêmement mal, sur la gauche, il faut me croire sur parole, la tache noire qu'il y a sur la gauche, sur la cheminée, c'est la Gloria Victis. Je ne vous en dis pas plus parce que j'ai un peu honte de cette reproduction, mais j'en ai pas trouvé de meilleure. Donc, en revanche, plus amusant et intéressant aussi pour montrer cette espèce de diffusion extraordinaire de l'image, parce qu'en général, on parle plutôt, vous voyez, de la diffusion sous toutes ses formes, je ne sais pas moi, de l'Angélus de Millet, ou bien, tiens, du Vercingétorix de l'autre Millet, mais on parle rarement de cette extraordinaire efflorescence de produits dérivés, on dirait presque aujourd'hui, de produits dérivés inspirés par le groupe Gloria Victis de Mercier. Ici, à gauche, la médaille en bronze pour une récompense à un concours national de tir d'Henri Dubois. Au milieu, une publicité pour le Bleu Outre-mer Extra. Et sur la droite, le diplôme pour le 3e championnat des écoles primaires organisé en 1908 par l'Union des sociétés de tir de France. Donc, vous voyez, ce ne sont que des exemples. On pourrait décliner à l'envi toutes ces réutilisations, tous ces emprunts, toute cette déclinaison incroyable de finalement cette œuvre qui était devenue autre chose qu'elle-même, qui était devenue une icône, mais qui avait perdu, en fait, le sens premier de la gloire au vaincu. Parce que si on s'était repenché sur son sens premier, tout laisse à penser qu'on n'en aurait pas fait une publicité pour le Bleu Outre-mer. Encore que, c'est vrai que, je ne sais pas, cette colorisation de l'image peut ne pas être exempte de signification patriotique, comme vous le sentez bien. Alors, maintenant j'évoque
en quelques mots la postérité dans la sculpture, et je n'ai apporté là aussi que quelques exemples. Un exemple d'un sculpteur peu connu, Frédéric Bogineau, qui, dès 1875, c'est l'occurrence la plus proche de la présentation au salon de Mercier que je connaisse. Bogineau, donc, qui est élève de Mercier, travaille dans un sens quand même assez proche de celui de son maître, en montrant la France soutenant un soldat blessé. Et à cette occasion, je voudrais dire que dans certaines des critiques de l'époque, la langue des critiques fourche et que la gloire s'appelle victoire. On dit c'est une victoire. On le dit peut-être d'ailleurs parce qu'on pense à la victoire de Samothrace, etc. Alors qu'évidemment, ça n'est pas une victoire, c'est la gloire. Ici, c'est la France. Et ça, c'est une chose qu'on a très souvent observée quand on fait nos travaux, disons, je dirais, en macro-histoire de l'art sur le corpus des monuments publics, c'est la relative labilité des allégories, en particulier des allégories féminines, qui traversent l'ensemble du corpus sur lequel nous travaillons. Donc on voit bien que la principale leçon retenue ici par Bogineau, c'est la force de l'allégorie, c'est-à-dire son côté même invincible. Il ne faut pas oublier qu'on parle toujours de groupe gracieux quand on parle du Gloria Victis, mais la gloire, elle a une espèce de force, elle a quelque chose de... pas d'anti-gracieux, mais en tout cas avant tout de solide. Avant tout, elle est faite pour inspirer confiance. C'est quand même une sculpture en paradoxe, c'est-à-dire que la fragilité rédemptrice, je persiste à le penser, du jeune soldat mort doit quand même être soutenue par une allégorie tangible et costaud. Et en cela, c'est un groupe, si on voulait virer vers les gender studies, ce que je ne ferai pas aujourd'hui, rassurez-vous, on pourrait dire que c'est une sculpture extraordinairement féministe. La femme devient forte, le rapport de l'homme et de la femme est complètement inversé. Il ne faut pas non plus le négliger, même si ça nous paraît une évidence et qu'il ne faut pas non plus en tirer des conséquences, à mon avis, trop bavardes. Alors, évidemment, je ne pouvais pas, surtout avec les personnes qui sont venues m'écouter aujourd'hui, ne pas dire un mot de l'anti-Gloria Victis que représente le très connu groupe du très connu sculpteur qui est le voisin ici, le grand voisin, Auguste Rodin. Parce que finalement, Rodin, qui concourt avec beaucoup d'autres sculpteurs pour réaliser un monument à la Défense et qui finalement ne sera pas retenu, puisque c'est Barrien, c'est toujours lui qui sera premier, eh bien, Rodin crée un groupe dont on voit cette esquisse au musée Rodin, mais qui connaît à la fois sur le plan stylistique et sur le plan de l'histoire de l'objet un destin assez incroyable, dans la mesure où finalement, il s'inspirant davantage sans doute de Rude, parce que là l'appropriation de Rude est très tangible, que de Mercier, il crée quand même une sorte de Gloria Victis non pas inversée, mais en tout cas outrée vers le fait que là, le jeune homme mort coule au pied de la figure, qui pousse un cri qu'on ressent d'une violence extrême, étant donné la tension des bras tendus, des poings, enfin tout dit ici une espèce d'outrance dans le contraste entre la mort du soldat et la promesse de revanche violente portée par le personnage allégorique. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir que en 1916, eh bien, l'œuvre va être commandée par Verdun, et elle aussi, comme on le disait tout à l'heure à propos de ces œuvres qui traversent les guerres et de ces réutilisations de l'Alsace et de la Lorraine avec les poilus, eh bien finalement, l'œuvre de Rodin, à elle toute seule, tient lieu aussi de monument aux morts à Verdun. Autrement dit, elle transcende complètement l'événement historique et elle le transcende si bien d'ailleurs que dans quelques mois, elle figurera sur la pointe de l'île Seguin, donc pas loin de l'endroit pour lequel elle aurait pu être en très grand format si Rodin avait gagné le concours. Donc il y a une espèce de pérennité de la force de cette sculpture qui transcende complètement l'événement. Néanmoins, elle est, à mon avis, à mettre en rapport avec donc notre Gloria Victis, même si elle en est, sur le plan de la sensibilité stylistique, très différente.
Alors, je ne vous parlerai plus beaucoup de quand même. En conclusion, je voulais apporter deux dernières pièces au dossier. Je voulais montrer deux dernières œuvres qui fonctionnaient comme des oppositions, peut-être des détournements ou des oppositions. Donc, parler du quand même, qui est évidemment très intéressant dans son rapport au Gloria Victis, mais ça, je crois que ça a été très bien fait par la précédente communication, je n'y reviens pas, sur finalement ce pas franchi vers la revanche. Là, on n'est plus dans la célébration d'une gloire, disons, atemporelle, mais bien précisément beaucoup plus ancrée dans le réel. Je vais terminer sur autre chose, c'est que vous n'avez peut-être pas remarqué, tout à l'heure, j'ai donné les dates de Mercier, comme on les donne toujours, et je vous ai dit qu'il était mort en 1916. Donc Mercier est en fait âgé, donc vit au début de la Première Guerre mondiale, et ses élèves l'interrogent sur ce qu'il pourrait apporter, finalement, à cette guerre que les Français veulent victorieuse, naturellement. Et c'est là que le vieux Mercier conçoit le projet d'un Gloria Victoribus. Et il aboutit à ça. Alors, bien sûr, ce n'est pas une œuvre géniale. Je ne situe pas cette œuvre. La reproduction, d'ailleurs, je l'ai entièrement refotographiée dans une pièce d'archive de la documentation du musée d'Orsay. Donc, vous voyez, elle n'est pas très, très achevée, mais on voit bien quand même qu'il s'agit d'une réduction, en tout cas d'une œuvre en petit format en bronze qui se trouve sur une sellette ou sur un petit support. Donc la taille, on la devine à peu près grâce à cet élément de socle. Et ce qu'on peut faire également, c'est voir à quel point Mercier s'est quand même souvenu de l'œuvre du temps de sa folle jeunesse et de sa gloire passée et a conservé la même formule tout en faisant un peu l'inverse, si vous voulez, en redonnant toute sa force aux guerriers, toujours allégoriques, toujours nus, toujours atemporels d'une certaine façon, qui saisit dans ses bras mâles et vigoureux la victoire, qui est elle de proportions beaucoup plus fluette, si vous voulez, que l'était la forte Gloria qui soutenait le jeune homme mort pendant la guerre précédente. Et on voit bien comment c'est enlevé dans ses bras, presque comme une danseuse, qu'elle soutient la couronne qu'elle va poser sur sa tête. Enfin, il est plus acteur qu'elle ne l'est. Et voilà, c'est une sorte de petit codicille au Gloria Victis. Le Gloria Victoribus, à ma connaissance, n'a pas été réalisé en format monumental, mais c'est le dernier point de cette longue histoire, vous voyez, de ce groupe qui finalement a rayonné pendant toute la période de l'entre-deux-guerres sur le territoire français et a simplement connu, est resté en place dans de nombre de villes de province, mais a simplement connu un déplacement puisque on l'a retiré de la cour de l'Hôtel de Ville de Paris après la Grande Guerre, peut-être parce que malgré tout, certains se souvenaient de sa signification et qu'il n'était plus opportun de laisser à la vue publique une œuvre qui faisait écho quand même à une page noire de l'histoire de la France. Je vous remercie.